Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes bien sur Sud Radio avec André Berkov dans tous ses états et son invité Hervé Moreau, capitaine de gendarmerie. Je rappelle qu'il est encore en poste, c'est très important pour la suite, au sein de la base de défense de Creil en qualité d'officier de liaison gendarmerie. Et il publie un livre, et rompt son devoir de réserve, Vérité d'un capitaine aux éditions Guy Boulian. Absolument. Et en fait, officier d'actif qui rompt le devoir de réserve. Et je veux dire que ce qui m'a intéressé dans votre livre, Capitaine Moreau, c'est que justement, vous n'avez pas attendu d'être à la retraite pour écrire ce livre. Pourquoi ? Parce que vous auriez pu attendre d'ici quelques mois, un an, de dire voilà, j'ai fait maintenant je suis libéré de mon devoir de réserve. Pourquoi avoir voulu le faire tout de suite aujourd'hui ? Alors je le précise notamment dans l'avant-propos du livre parce que ça m'a semblé, au regard de tout ce que j'ai traversé pendant 4 années, au regard de ce que nous avons traversé, mes hommes et moi, ça m'a semblé nécessaire, vraiment nécessaire de signifier ces vérités à ceux qui ne les connaissent peut-être pas forcément, et elles sont lourdes de sens et d'incidence. J'ai voulu les faire savoir, les faire connaître, et moi il m'apparaissait que le vrai courage c'était celui-ci, c'était d'assumer hypothétiquement éventuellement les coûts qui étaient à prendre. Il était trop facile de faire valoir ses droits à pension, d'être radié des cadres et ensuite de les faire connaître sans avoir à risquer soi-même quelque chose. Il faut toujours risquer sa peau, jouer sa peau en tout cas quelque part. Hervé Moreau, j'ai lu donc ce livre et je voudrais d'abord vous poser la question, dans ces 4 ans où vous avez été capitaine à ce qu'on appelait l'arrondissement de Beaune. Oui, la compagnie de Beaune. Je dois dire que vous êtes un heureux vénard de ce point de vue-là, parce que Beaune, moi j'ai fait les Clos-Vougeot, les Hospices et la Polée. Donc, vous voyez, je connais de Meursault, qui est quand même un grand moment de l'histoire humaine. Oui, faut le dire. Absolument. Donc, mais malheureusement, on ne va pas trop parler de vin, encore que c'est passionnant. Mais cette France que vous avez vue, vous en parlez, cette France, parce que vous êtes là, de la violence, des morts, des agressions, etc. Si vous aviez là à faire un bilan, non pas de votre activité d'abord, mais vous avez l'impression que cette violence-là, elle a augmenté, parce qu'on parle beaucoup, vous savez, de la France Orange Mécanique, on parle beaucoup des chiffres, vous les citez d'ailleurs dans votre livre. Je les cite absolument. Vous citez beaucoup de chiffres d'ailleurs qui sont très, enfin on les connaît, mais il faut les rappeler, quoi. Simplement, est-ce que pour vous, la fréquentation quotidienne de cela, parce que c'est votre métier, est-ce que c'est quelque chose où vous trouvez qu'il y a un paysage qui a changé dans cette France ? Alors, à mon sens, incontestablement. J'ai le recul sur ces 4 années de présence dans cette compagnie, dans cet arrondissement. Il faut bien savoir et comprendre que c'est un arrondissement réputé calme, un arrondissement rural, dans lequel il y a encore ce vouloir vivre ensemble, dans lequel il y a cette paix identifiée, vécue. Mais sur ces 4 années, incontestablement, mes hommes et moi, on a constaté une évolution nette de la violence, de la loi du plus fort, des coups et blessures toujours plus nombreux, des atteintes aux biens également, bien sûr. J'évoque aussi dans le livre les atteintes à l'encontre de mes gendarmes, toujours plus nombreuses d'année en année. Vous voulez dire qu'il n'y a plus ni la peur, vous savez, on parlait toujours de la peur du gendarme ou du respect du gendarme. Vous dites que ça existe de moins en moins ? Oui, ça existe de moins en moins. Même à Beaune, même en plein cœur de la Bourgogne. Même à Beaune, ça existe de moins en moins, parce que cette peur ou cette crainte du gendarme, de l'autorité, était entretenue par la crainte de sanctions, par la crainte notamment de sanctions pénales, au regard des coups, des injures, des actes qui étaient perpétrés à l'encontre de ces représentants de la force publique, ces représentants de l'État. Et aujourd'hui, moi, le sentiment qui m'anime, et j'en suis absolument convaincu, c'est que l'impunité des délinquants nourrit l'ensemble des actes qui sont perpétrés à l'encontre des forces de l'ordre. Et c'est ce sentiment d'impunité, c'est cette défaillance de la justice, et je tiens à le dire haut et fort aujourd'hui en votre studio, avec vous, c'est cette défaillance de la justice qui est à l'origine de tout. C'est catastrophique. C'est ça qui est à l'origine de tout. Oui, alors vraiment. Justement, vous en parlez dans votre livre des magistrats. C'est quoi ? C'est du laxisme ? C'est de l'idéologie, c'est quoi ? Comment vous expliquez, vous, enfin, c'est votre opinion et vous en avez absolument droit et elle est tout à fait légitime. On la partage pas, mais c'est important de l'entendre. À votre avis, c'est quoi ? Qu'est-ce qui fait que les magistrats, parce que vous n'êtes pas le seul à en parler, c'est vrai, beaucoup de policiers aussi en parlent. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que vous avez eu sûrement affaire à des magistrats ? Bien sûr, ceux du parquet, bien sûr. Voilà, au parquet.
qu'est-ce qui fait que... C'est quoi? C'est par volonté de dire, allez, tout ça n'est pas grave? C'est idéologique, c'est politique ou c'est faiblesse? Moi, je crois que les magistrats de France, alors baignent dans le droit, bien sûr, baignent dans le jugement, les magistrats du siège comme ceux du parquet, lorsqu'ils requièrent au nom du ministère public, je crois qu'ils ne vivent pas ce que vivent au quotidien les Français. Ils sont extraits de cette vie quotidienne, ils la connaissent bien sûr, ils en mesurent les conséquences, les effets, mais ils ne la vivent pas. Dans mon ouvrage, je reviens à un certain nombre de reprises sur les victimes. Les victimes sont pratiquement à toutes les pages, vous l'avez constaté, Monsieur Berkoff. Lorsque vous n'avez pas à subir dans votre chair ou dans votre bien un acte délictuel, ou j'allais dire criminel, quelle qu'en soit l'origine et la forme, tout peut vous paraître secondaire. Lorsque vous le vivez vous-même, tout change, mais absolument tout change. C'est pas ça n'arrive qu'aux autres, quoi. Non, cela n'arrive pas qu'aux autres. Et ça, je l'ai constaté vraiment pendant ces 4 années, de manière profonde. Nous, gendarmes, comme les policiers, nous sommes au plus près du genre humain, mais je pourrais aussi ajouter les forces d'intervention d'incendie et de secours. On voit cette nature humaine, on voit cette noirceur du genre humain, et elle est entretenue, effectivement, par ces magistrats qui ne condamnent pas ou qui condamnent si peu. Pour quelle raison? Moi, je crois fondamentalement par idéologie, par l'idéologie qui est la leur. Ils ne répriment pas. Et moi, je suis sûr d'une chose, la seule chose qui parle aux délinquants, la seule chose qui ait un impact sur eux, et je me dois de le dire, c'est l'incarcération. C'est la répression. Ce ne sont pas les rappels à la loi, ce ne sont pas les mesures alternatives aux poursuites, ce ne sont pas les peines de sursis, c'est l'incarcération. Et dans ce pays, on incarcère trop peu. On entretient, ce faisant, un sentiment d'impunité et donc la récidive. Et on continue de frapper, et on continue de faire du mal, et on continue de voler, d'harceler, d'agresser, de violer. C'est insupportable. Et il faut que ça change. Oui. Et effectivement, vous pensez que les ministres de la Justice successifs et les gouvernements successifs, c'est-à-dire qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont rien fait pour pallier ce problème? Si vous voulez, par rapport aux grandes déclarations politiques, lorsque l'on entend il faut faire confiance à la justice, je crois que je le précise dans mon livre, de toute façon on n'a pas le choix. Mais cette justice, on en préférerait une autre. On en préférerait une autre pour les citoyens que nous avons à protéger. Nous, gendarmes et policiers, nous sommes désespérés par les jugements des tribunaux. Ce livre, je l'ai écrit pour les victimes, je l'ai écrit aussi pour mes gendarmes, pour faire connaître au grand public le recul, l'expérience d'un officier de terrain. Nous sommes scandalisés par les décisions de justice qui sont prises et qui entretiennent la faiblesse supposée ou réputée de l'État. Toutes les formes d'autorité, qu'il s'agisse des policiers, des gendarmes, des maires, des pompiers même, bien entendu, qui sont très très souvent en première ligne, effectivement, toutes ces formes de représentation de l'État ont à pâtir de ces formes d'impunité dont jouissent les malfrats. C'est insupportable. Et ça entretient cette montée de la violence, y compris dans l'arrondissement de Beaune, puisqu'ils n'ont rien à risquer, puisqu'ils n'ont rien à perdre, et que les activités délictuelles de toute nature sont si rémunératrices. Alors, vous parlez de la justice, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des carences du côté de l'administration? Est-ce que l'administration joue vraiment son rôle? Je veux dire par là le commandement, enfin la chaîne de commandement, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous êtes assez, pour parler autrement, vous êtes assez protégé vous-même? Je parle les gendarmes, les forces de l'ordre, etc. Je reviens dans l'ouvrage sur certaines séquences où effectivement mes gendarmes ont à comparaître au tribunal correctionnel en qualité de victimes. Les malfrats, les délinquants ont toujours un avocat commis d'office pour les défendre. Mes gendarmes ne l'ont pas. À un moment donné, moi-même, j'ai été... Attendez, c'est important ça. Vous dites qu'un gendarme, mettons, et ça arrive, il y a des bavures. Il y a des gendarmes qui se comportent très mal, ou des gendarmes... C'est rare, mais ça arrive, oui, bien sûr. Mais ça arrive. Bien, il n'a pas droit à un avocat? Mais si. Ah ben, commis d'office, certainement pas. Certainement pas. La gendarmerie ne missionne pas un avocat pour défendre le gendarme victime. Il se défend lui-même. Il se défend lui-même. Ah, vous voulez dire, il ne peut pas demander un avocat, enfin, il n'a pas le droit à un avocat? La gendarmerie ne le finance pas, non. D'accord. Non, dans les faits, tous mes gendarmes qui sont passés au tribunal correctionnel pour faire valoir leurs droits par rapport à un préjudice subi, qu'il s'agisse de coups, qu'il s'agisse d'insultes, de diffamation, n'ont pas eu la présence d'un avocat lorsqu'ils étaient à la barre. Ils se sont défendus eux-mêmes. D'accord. Et moi-même qui ai été victime d'outrage à un certain nombre de reprises, j'ai renoncé même à me présenter au tribunal correctionnel, sachant que de toute façon, celui qui m'avait diffamé, insulté, presque craché au visage, n'aurait rien comme conséquence. Même moi, capitaine de gendarmerie, je ne me suis pas déplacé au tribunal correctionnel parce que j'estimais que les incidents s'en seraient nuls.
parce que je sais trop à quel point ils ne sont pas condamnés. Et c'est la même chose pour ces gardiens de la République que sont les maires. J'évoque dans l'ouvrage un certain nombre de faits où les maires sont attaqués, molestés assez sérieusement. Enfin, c'est absolument scandaleux. On va y revenir si vous le souhaitez, André. Et ils ne sont pas défendus. Ils devraient effectivement bénéficier d'une protection accrue en qualité de représentants de l'État de la part des magistrats qui ne le font pas. Et vous parliez des responsabilités de l'administration. Moi, j'estime qu'on a un vrai problème avec l'administration pénitentiaire, cette très très noble institution, comme je l'évoque dans le livre. Nous manquons cruellement de places de prison dans ce pays parce qu'elles n'ont pas été construites par les administrations successives. C'est absolument dramatique. Alors les magistrats, oui, ont une grande part de responsabilité au regard de leur idéologie, au regard de leur vision des choses, quelquefois angélistes, il faut bien le dire, mais aussi parce que ces places de prison n'ont pas été construites. C'est un désastre. Et ça c'est la responsabilité de l'État. Ça, là, c'est pleinement et entièrement la responsabilité de l'État. Et pour faire une dernière allusion à nos gouvernants, combien de fois a-t-on entendu sur une scène criminelle ou sur des faits délictuels particulièrement graves les explications navrées de tel ou tel ministre? On n'a pas besoin de repentance, on n'a pas besoin d'être navré, on a besoin d'action dans ce pays. Eh bien, on se retrouve avec vous, capitaine Moreau, Hervé Moreau, après les informations, et vous serez avec les auditeurs de Sud Radio. Merci André Berkoff. Vous l'avez entendu, le capitaine Hervé Moreau livre ses vérités dans La vérité d'un capitaine aux éditions Guy Bouliane. Il reste avec nous pour répondre à vos questions au 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio et vous pouvez nous exprimer sur Sud Radio à partir de 13h15. A tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Hervé Moreau, capitaine de gendarmerie, qui publie Vérité d'un capitaine. On rappelle que vous nous appelez au 0826 300 300 et on vous donnera la parole à partir de 13h15. Mais tout de suite, André Berkoff poursuit cet entretien. Oui, et je rappelle qu'Hervé Moreau n'est pas seulement capitaine de gendarmerie, mais au moins aussi important, chevalier du Tastevin. Oui, absolument. N'oublions pas les titres aussi prestigieux. La Légion d'honneur des Bourguignons. Voilà. Capitaine Moreau, la question que je voulais vous poser... on a parlé un peu des mots, mais alors mots MAUX, et vous mettez des mots MOTS sur les mots MAUX, ce qui est une bonne chose. Mais des fois, est-ce que vous n'allez pas un peu loin en disant oui, 4-20 km/h, ça suffit pas, etc. Parce que vous parlez aussi de la vitesse. Absolument. Et vous dites on est en train d'emmerder les Français pour parler vulgairement. Oui. Et vous maintenez, parce que quand même, l'excès de vitesse, c'est peut-être pas la chose à recommander. C'est quelque chose à laquelle les personnes sont très sensibles. À un moment donné, je crois que je l'évoque dans le livre. Oui. Rouler vite rend les gens heureux, en tout cas rouler raisonnablement vite, je le fais moi-même et je le reconnais en toute humilité et simplicité. Lorsque le 80 km/h sur route a été acté et décidé, moi j'ai constaté au plus près du terrain, au plus près de ceux qui ressentaient cela, et notamment en milieu rural où on a tant besoin de son véhicule, comme quelque chose d'absolument insupportable. Dans un pays où on laisse prospérer des zones de non-droit et où on impose aux citoyens solvables des amendes, des sanctions, une approche répressive pour tout ce qui touche à leur véhicule, c'est absolument insupportable et ils l'ont mal supporté, et ça a été un des éléments avec la fiscalisation de l'essence, avec le durcissement du contrôle technique qui a conduit effectivement au mouvement des Gilets jaunes. Donc moi, mon sentiment, c'est que oui, foutez la paix aux Français, laissez-les conduire à 80 km/h s'ils le souhaitent. Moi, à titre personnel, je préconiserais 150 sur autoroute, parce que 130, on a vraiment le sentiment de se traîner. Et aujourd'hui, les véhicules sont d'une sophisticité et d'une sécurité telle que ça se justifie pleinement, voire des tronçons illimités. Nous sommes aussi responsables que peuvent l'être les Allemands. Je ne vois pas pourquoi on continue encore et encore à rendre la vie plus difficile aux Français. C'est insupportable. Alors, on a parlé de la délinquance, on a parlé des juges, on a parlé effectivement des peines, de ce qu'ils vont faire, et de la prison, etc. Je voudrais qu'on parle un peu de, justement, de la gendarmerie. Ça a été toute votre vie, enfin, vous y avez une partie, tout à fait. Une bonne partie de votre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, encore une fois, on ne va pas faire des jugements de valeur. Qu'est-ce que c'est que les forces de l'ordre? Je le rappelle, parce que c'est la banalité de base, mais il faut le rappeler. Pourquoi vous avez le monopole des armes? C'est parce que vous avez le monopole de la défense du citoyen. Oui. Et si vous avez le droit de porter des armes, voilà, la violence légitime. Et effectivement, aujourd'hui, est-ce que... la violence est légitime, d'accord, mais est-ce que vous trouvez qu'on donne les moyens? Est-ce qu'on les emploie bien ou pas? C'est-à-dire qu'on a l'impression, je vais être plus spécifique. Oui.
Et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Il y a 2 jours, vous savez, il y a le Covid actuellement, Oui. les gestes barrières, etc. Tout à fait. Il y a 2 jours, on en a parlé hier au sud, à Berckhoff, dans tous ces États. Il y avait des gens dans des cafés qui étaient là, mais vraiment tranquilles, paisibles, qui buvaient soit une bière, etc. Arrivent des commandos, je ne sais pas si c'est gendarmerie ou policiers, je ne sais pas, qui disent allez-vous-en, allez, vous respectez pas les gestes barrières. Et on les a fait, mais vraiment d'une manière extrêmement brutale. Je ne dis pas qu'on les a tabassés, hein, mais brutale, alors que c'était des gens, mais vraiment, ils n'étaient même pas attroupés. En même temps, au Trocadéro, il y avait une manifestation guinéenne, 3000 Guinéens pour Alpha Condé. Oui. Là, il n'y avait pas de problème. Je veux dire, on a l'impression que dans certaines zones, attention, les zones dites de non-droit ou autres, mais même des zones de droit, on dit attention, là vous touchez pas, et là vous avez dans un café 10 pelés, 3 tondus, mais qui sont, et c'est eux qu'on vient embêter. Il y a quelque chose qui choque là. Vous avez tout à fait raison, il y a clairement 2 poids, 2 mesures, et c'est insupportable. La loi s'applique sur tous les territoires de la République, une et indivisible. On doit procéder de la même manière partout. Il est beaucoup plus facile, naturellement. On ne le fait pas. Non, bien sûr qu'on ne le fait pas. Alors je rends hommage à mes camarades policiers qui ont les zones urbaines les plus difficiles, bien entendu, à leur charge, en zone police. Ce sont eux qui ont les territoires de la République les plus difficiles, la délinquance, la criminalité la plus difficile. Et vraiment, je leur rends hommage. Ils sont extrêmement méritants et vertueux. En gendarmerie, nous avons les zones rurales, bien entendu, et les zones périurbaines, où moi, il m'apparaît que c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Mais oui, je trouve absolument scandaleux qu'on ait évacué cette terrasse de restaurant, de bar, Manu Militari, en faisant certes respecter une décision préfectorale, mais sans ménagement. C'est inadmissible. Alors qu'effectivement, on laisse prospérer par crainte, par renoncement, par crainte d'islamophobie, de racisme, ou je ne sais quelle accusation fallacieuse, un attroupement qui est autrement plus préjudiciable pour ces questions de santé publique. Oui, c'est scandaleux. Et vous avez l'impression que les gendarmes, comme les policiers, mais parlons des gendarmes, est-ce que vous avez l'impression d'être écoutés ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que quand ça ne va pas, quand des choses ne vont pas, quand il y a des dysfonctionnements, est-ce que vous êtes écouté par votre hiérarchie ou pas vraiment, ou ça dépend parce que vous parlez de Didier, votre supérieur, qui à un moment donné qui était un ami, enfin un très cher collègue et ami à vous. Tout à fait, mon supérieur hiérarchique. Voilà, et après ça a changé avec quelqu'un d'autre qui est arrivé. Est-ce que c'est un facteur humain, en fait, comme partout, etc., où il y a quand même, dans les hiérarchies, on écoute à un certain niveau et on n'écoute pas à un autre niveau. Dans l'ouvrage, tout est absolument vrai, hein, dans les faits que j'évoque, sur les correspondances, que ce soit les rapports d'inspection, que ce soit de tout ce qui est présent. Ce sont les vraies lettres, ce sont les vraies correspondances adressées à ma hiérarchie, aux généraux. Non, moi j'ai le sentiment que par rapport à ce que vivent les gendarmes sur le terrain, par rapport notamment aux besoins en matériel, non, nous ne sommes pas relayés, clairement. Parce que le carriérisme, l'espoir d'une étoile supplémentaire pour nos officiers généraux, implique un immobilisme qui, à mon sens, est extrêmement préjudiciable. À un moment donné, je l'évoque dans le livre par rapport à des tables rondes que nous organisons avec nos sous-officiers, nos gendarmes. J'en adresse une synthèse à Didier, et je le préviens, n'adresse pas, alors c'est purement la vérité en termes de moyens matériels contre le stupéfiant, contre l'alcoolémie, mais n'adresse pas cette synthèse à notre général, à notre colonel, parce que sinon les conséquences vont être redoutables. Mais il le fait avec un très grand courage. C'est un homme courageux. Mais pourquoi les conséquences seraient redoutables ? Eh bien parce que c'est tout va très bien. Parce que c'est tout va très bien. C'est pas de vague, tout va très bien. C'est pas de vague, tout va très bien. Et ça, ça ne sert pas les victimes. Ça ne sert pas le justiciable. Ça ne sert pas l'efficacité des forces de l'ordre sur le terrain. La vérité, elle est sur le terrain. La vérité, pendant 4 années, je l'ai connue sur le terrain. La vérité, c'est le terrain, c'est le juge de paix. Nous avons besoin... Alors, les dotations en matériel, en équipement ont bien progressé, bien sûr, mais on peut toujours mieux faire. Et je l'évoque dans le livre, quand on a en permanence 3 à 4 véhicules au garage de la région à 50 km, et que ces véhicules nous font défaut, qu'ils ont pour une bonne partie d'entre eux 180 à 200 000 km, non. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible, alors qu'une frange entière
de la nation bénéficient d'un assistanat éhonté. On nous dit parfois que ces sommes ne sont pas disponibles. Ces sommes existent. Elles sont, à mon sens, mal allouées. Sans parler de la fraude fiscale, sans compter de la fraude massive, bien entendu, cher à Charles Prats, ce magistrat remarquable, bien sûr. Mais pour revenir à ça, alors vous parlez du matériel. Oui. Est-ce qu'il y a aussi, je me dirais, juste des facteurs humains qui font que, par exemple, vous avez l'impression que le public, alors juste, mais parlons même de Beaune, parlons de zone rurale, parlons de la Bourgogne, les gens que vous côtoyez, etc., je ne parle pas de la violence, hein, je parle des gens que vous côtoyez au quotidien. Très bien. Vous apprécient, sont heureux que vous soyez là, ils reconnaissent un peu le côté protection des forces de l'ordre, où ils sont de plus en plus, ils doutent de plus en plus. Non, incontestablement. Il y a un vrai attachement des Bourguignons, et notamment ceux de l'arrondissement de Beaune que je connais, un vrai attachement des Bourguignons pour leur gendarmerie. J'avais insisté sur la prévention de la délinquance, parce qu'il me semblait que c'était une possibilité que nous avions de reprendre le contrôle des choses, autant sur les flagrants délits, les difficiles, il est rare d'en faire, autant sur les atteintes aux biens, on a souvent un temps ou une garde de retard, autant en matière de prévention, en matière de sensibilisation de ceux que nous avons à protéger, nous avons cette démarche de prévention qui peut être extrêmement vertueuse et valable. Et donc ça j'y ai tenu très très tôt dans mon commandement. J'ai renvoyé mes gendarmes sur le terrain, je les ai refait prendre contact avec la population et nous avons eu des résultats extrêmement enviables en termes d'atteinte aux biens, baisse de 50 cambriolages la deuxième année, les meilleurs résultats de toute la Bourgogne, parce que nous avions su leur faire prendre conscience, pour une bonne partie d'entre eux, des dangers qui les guettaient. On évolue dans un appart. Vous les avez rendus plus vigilants? Je les ai rendus beaucoup plus lucides, beaucoup plus conscients des dangers qui les menaçaient, en matière d'atteinte aux biens, en matière d'escroquerie, en matière d'incrimination, quelle qu'elle soit. Et les résultats étaient vertueux. Il ne faut pas infantiliser les Français. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont, des gens responsables, capables, volontaires, et on a beaucoup à obtenir du fait d'un partenariat. Par la peur et par l'angoisse. Non, certainement pas. Certainement pas. Hervé Moreau, on se retrouve juste après ceci. Oui, et vous êtes déjà nombreux à nous appeler au 0826 300 300 et à nous regarder en Facebook Live sur notre page Facebook. Et puis sur YouTube, où nous avons maintenant 200 000 abonnés. C'est tout nouveau, c'est tout frais. Donc vous nous appelez juste après cette petite pub. Vous êtes dans Berkov dans tous ses états. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio dans Berkov dans tous ses états avec le capitaine de gendarmerie Hervé Moreau. Et nous avons déjà des appels, notamment un de Paris avec Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour Yves. Oui, bonjour Monsieur Berkov. D'abord, bravo pour le petit clin d'œil à propos des places de vin. C'était très apprécié. Mais monsieur, je ne suis pas bourguignon. Moi, je voudrais dire au capitaine, je comprends tout à fait sa démarche, de vouloir alerter, de vouloir, une fois de plus, sensibiliser nos concitoyens. Mais j'ai envie de lui dire, bienvenue dans ce monde néolibéral que tout le monde a accepté de créer, a appelé de ses voeux en diminuant les budgets de l'État, réclamant des baisses d'impôts partout, en massacrant l'école, finalement en réduisant à peau de chagrin le contrat social qui faisait un peu la beauté de la France, avec l'école, une école publique, laïque, républicaine, qui donnait un sens citoyen aux futurs habitants de notre pays. Et qu'aujourd'hui on voit bien les dégâts causés par ce gigantesque relâchement, oui, mais pire que ça, abandon renoncement au contrat social de notre République. Et que moi, je pense pas que ça va être un puissant fin, capitaine. Vous allez demander des crédits, on va prendre à la santé et à l'éducation pour vous donner ces crédits, et puis la violence va faire qu'augmenter, puisqu'il y aura moins d'éducation, il y aura le monde de plus en plus violent, un monde socialement violent. Il faut bien comprendre les racines du mal, c'est bien du côté social, et peu à peu, on va être dans un état qui va devenir policier, parce que il ne sera plus policé. On ne sera plus avec des gens d'armes
Les gendarmes en deux mots, ce que vous dites. Oui, c'est ça. Exactement, exactement. On sera avec des gens tels que vous avez parlé de la brigade motocyclée, je crois, là, de Paris, là, qui fait carrément de l'abus de pouvoir, qui démontre la raison d'être maintenant de cette violence qu'on peut qualifier de policière au service d'un État qui veut garantir que les Français sont des moutons comme les autres. Voilà. Alors Yves, Hervé Moreau va vous répondre. Effectivement, est-ce qu'il y a, à votre avis, Hervé Moreau, un danger, d'État policier? Enfin, il a effectivement parlé d'économie et que, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a espèce démenti, termitière, État termitière, et qu'est-ce que vous en pensez? Non, certainement pas. Alors, je me permets d'émettre cette objection et je le remercie pour son intervention, bien sûr. Non, je ne crois pas. L'État, me semble-t-il, compte 5 millions de fonctionnaires, donc nous avons quand même un des États les plus administrés au monde, avec un poids budgétaire qui est absolument dément, moi, me semble-t-il, boulimique. Il ne s'agit pas de prendre une administration pour en verser les subsides à une autre. Il s'agit de procéder à des réformes structurelles importantes de fond pour que les 2 à 3 millions de personnes vivant de la générosité de la République cessent d'en user et d'en abuser, me semble-t-il. Les transferts sociaux sont une réalité incontestable dans ce pays. Le président, me semble-t-il, évoquait ce pognon de dingue. Non, on peut donner aux administrations ce qui leur est nécessaire pour affermir leur autorité sans les affaiblir. Il s'agit simplement d'avoir ce courage de redistribuer les sommes dont il est question. C'est de courage dont il s'agit. Vous évoquiez tout à l'heure le contrat social. Ce contrat social, à mon sens, existe toujours. Les 240 000 policiers et gendarmes de France font pour l'essentiel d'entre eux remarquablement leur travail. Je tiens à l'affirmer et c'est la raison pour laquelle je suis dans vos studios, André Berkoff. Ils font remarquablement leur travail. Ils sont dévoués et ils assurent ce respect de ce contrat social. C'est grâce à eux que nous pouvons vivre en paix. C'est grâce à eux que ceux qui nous font du mal peuvent, dans certains cas, et uniquement dans certains cas, malheureusement, du fait des défaillances de la justice, être empêchés de nuire. Et sans eux, nous n'aboutirions à rien. Et ce serait la loi du plus fort, systématique, et en tout temps et en tout lieu. Oui, alors moi, je voudrais ajouter quelque chose quand même. Oui. Ok, je suis d'accord sur ce que vous dites, et effectivement, la plupart. Il y a quand même un problème et là, je vais au-delà des hiérarchies. Vous avez suivi le drame du Bataclan. Bien sûr. En novembre 2015. Tout à fait. Etc. Or, il y a des choses comme ça. Alors, vous allez me dire, ça se produit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas, ou peut-être que ça s'est amélioré depuis, je l'espère évidemment de tout mon cœur, c'est que, vous savez, il y avait des régiments du GIGN qui étaient près du Bataclan. Oui. Il y a eu un problème entre la préfecture, entre le GIGN, et il y avait des gens qui étaient à 500 mètres, je parle de policiers, à 500 mètres du Bataclan, à qui on a donné l'ordre de ne pas intervenir, alors que pendant le massacre a duré 2h30 à 3h. Oui. Et comment, on ne comprend pas comment dans un pays comme la France, ces choses-là peuvent se passer. S'il y avait personne, j'aurais compris. Oui. On a attendu qu'ils reviennent du Stade de France, où il y avait François Hollande, jusqu'au Bataclan. Comment vous expliquez ça? Ça me stupéfait. Ça m'a stupéfié à l'époque. Je pense que tout gendarme ou policier dans cette situation serait intervenu, avec ou sans ordre, pour faire cesser cette violence naturellement. Avec ou sans ordre. Avec ou sans ordre naturellement. Ouais. Ça m'a stupéfait. Enfin, je ne comprends pas comment de tels faits ont pu arriver. Dans mon ouvrage, j'évoque ces grands faits de société qu'il s'agisse de l'attentat de Trèbes avec la mort de notre héros Arnaud Beltrame, qu'il s'agisse de l'assassinat de ces fonctionnaires de police à la préfecture de police de Paris, qu'il s'agisse de l'affaire dramatique de Viry-Châtillon où ces fonctionnaires de police ont failli être brûlés vifs. J'évoque tout cela et j'évoque la réaction qui est la mienne à chaque fois que j'apprends l'occurrence de ces événements. Alors certes, je ne les ai pas vécus, mais comme tout policier ou gendarme, j'essaie de me mettre à leur place, j'essaie de préciser dans l'ouvrage notamment quelle aurait été ma réaction par rapport à ces violences, par rapport à ces attentats. Moi, ça me stupéfait. Comment des forces positionnées à proximité immédiate du Bataclan ont-elles pu ne pas intervenir? Ça me stupéfait. Hervé Moreau, vous posez le problème, et c'est un problème général, et il n'est pas facile. C'est facile à en parler, c'est plus difficile à faire. Oui. Mais à votre avis, moi, une question que je pose
au gendarme, à l'homme d'armes, au capitaine. Oui. À quel moment, je parle même pour une histoire peut-être prenez dans la violence quotidienne que vous avez eu à faire, à quel moment on vous donne des ordres, disant attention, tu ne sors pas ton arme, tu ne bouges pas, tu attends, tu n'es pas en état de légitime défense, etc. À quel moment il faut dire attendez, ordre ou pas ordre, recommandation ou pas recommandation, j'y vais, je dois réagir. C'est votre décision individuelle. Personnelle, absolument. Il ne faut pas toujours obéir aux ordres, soyons clairs. Non, enfin, j'ai commandé un escadron de gendarmerie mobile. Je reviens dans le livre sur l'outrage qui a été perpétré à l'encontre de l'Arc de Triomphe, ce symbole de la République. Oui. Les escadrons qui étaient positionnés à proximité de l'Arc de Triomphe, et je le précise, moi-même je l'ai vécu lorsque j'étais en gendarmerie mobile, on obéit sur les ordres qui nous sont donnés par le pouvoir politique, relayés par l'autorité préfectorale. C'est ça. Ce sont eux qui donnent l'ordre de charger, l'ordre d'intervenir. Et beaucoup de personnes sont scandalisées lorsqu'elles constatent que des compagnies de CRS ou des escadrons de gendarmerie mobile demeurent l'arme au pied, en position statique, sans intervenir. Elles n'en ont pas reçu l'ordre. Elles nous prennent pour des incapables. Dans ces cas de maintien de l'ordre, de rétablissement de l'ordre, nous sommes tenus d'obéir à l'autorité qui va nous permettre d'intervenir. Sous peine de sanction. Sous peine de sanction, naturellement, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, soyons clairs sur la hiérarchie, oui. C'est le politique qui donne l'ordre au préfet, oui. Et c'est le préfet qui vous donne des ordres. Oui, enfin, qui donne des ordres via les commissaires de police qui sont les autorités sur zone, sur le terrain. D'accord. Bien sûr. Alors ça, c'est un cas. Après, en fonction de telle ou telle situation sur le terrain, tel que j'en ai vécu et tel que je le raconte dans le livre, il vous appartient de faire usage de votre arme ou pas, en fonction de l'appréciation que vous en avez. Alors la légitime défense, il y a des débats pour savoir si on devrait fournir une forme d'irresponsabilité pénale aux policiers ou aux gendarmes. Certains nous objecteraient, alors il y aurait des bavures, il y aurait des excès. C'est incontestable. Moi, tout ce que je constate aujourd'hui, notamment avec Viry-Châtillon, c'est que les policiers qui étaient en situation de parfaite légitime défense n'ont pas utilisé leurs armes. Et aujourd'hui, les malfrats le savent, en usent et en abusent. Mmh. D'accord. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous restez avec nous, vous l'avez vu, Hervé Moreau répond sans détour à vos questions. On parle notamment insécurité avec l'officier, le capitaine de gendarmerie. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite dans Berkov dans tous ses états. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien sur Sud Radio et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet avec déjà des questions et notamment celle de Florence qui nous appelle du Pays Basque. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Oui, bonjour Sud Radio. Bonjour Florence. Déjà, je voudrais vous saluer, M. Berkov, parce que vous avez toujours des invités qui sont extrêmement objectifs et que ça change parce que, on en a besoin. On en a besoin. On essaye d'avoir des gens qui n'ont pas ni langue de bois, ni dans la correction, avec un K, bien sûr. Ouais, Dites-moi Florence, je vous écoute. Oui, donc moi je voulais parler vous avez répondu à ma question, c'était pas une question mais une observation. Oui. Bon, moi j'ai participé aux Gilets jaunes, évidemment, etc. Bon. Et ce qu'on voit et ce que les gens disent à chaque fois, c'est on a l'impression qu'il y a une impunité totale, c'est-à-dire que les gens qui manifestent pacifiquement se font bombarder et les autres donc qui foutent le bordel ne font rien. Par exemple, je vous prends un exemple, le dimanche après la mort de Samuel Paty, dimanche il y a eu un hommage qui n'était pas l'hommage national à Lyon. Et ils ont été dérangés par des scooters qui sont venus klaxonner, qui ont fait des moulings, etc. Et on voyait ces pauvres gendarmes ou flics ou CRS, je ne sais pas qui c'était, mais ils n'ont rien fait. Et nous, en tant que manifestants au G7 à Biarritz l'année dernière, on a une petite fille, une jeune de 20 ans qui s'est quand même fait éborgner parce qu'elle prenait des photos. Bref, mais je veux dire, il faut vraiment... on n'a plus confiance, bien sûr, aux policiers parce qu'on a peur, parce qu'ils nous font du mal, vu que nous, on est là sans armes. Mais c'est pas les fautes des policiers, moi je dis bien que de toute façon, tous ces gouvernements, il faut qu'ils virent. Mais ils ne font rien, il n'y a aucune volonté. Donc, pour nous, si vous voulez, malheureusement, les policiers sont une milice de l'État, mais non plus ne sont plus là. Oui. J'ai rien contre votre invité. Non, mais bien je sûr, comprends ce que vous voulez dire. En fait, oui, Florence, attention, ça siffle un peu. Ne mettez pas votre... Je vais enlever le haut-parleur.
Voilà, arrêtez votre haut-parleur, voilà, parce que sinon ça siffle. Oui, Voilà. non, mais on vous a entendu. Moi, je voudrais justement ce que dit Florence, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même des choses assez fortes. C'est-à-dire qu'il y a eu là aussi le deux poids deux mesures. Oui. C'est que les gilets jaunes, je parle des vrais gilets jaunes, Oui, je ne oui. parle pas des black blocs et Tout à autre fait. chose, se sont fait souvent quand même tabasser ou éborgner, etc. Oui. Alors que et ils pouvaient se dire, mais alors et justement, il y a eu des manifestations comme ça à Lyon et ailleurs, vous le savez. Et ils se sont dit, mais là aussi, deux poids, deux mesures, ou en tout cas différence de traitement, avec un certain nombre, par exemple, parlons des dealers ou des trafiquants, auxquels on touche avec beaucoup plus de précaution. Oui, et elle a parfaitement raison. Et elle a parfaitement raison. Vous avez raison, madame, oui, incontestablement. Alors, moi, sur l'arrondissement de Beaune, j'ai eu affaire également aux Gilets jaunes. J'ai eu affaire à des gens, moi, qui me paraissaient responsables, qui avaient de vraies difficultés, de vrais problèmes. Alors, bien sûr, force doit rester à la loi et on se doit de sauvegarder l'ordre, toujours, pour les forces qui y sont engagées naturellement, mais toujours dans le respect et dans la bonne compréhension de ceux qui nous font face. Alors, épisodiquement, ponctuellement, bien sûr, du fait de certaines tensions, du fait de certaines craintes, des unités de police ou de gendarmerie peuvent intervenir voilà, de manière malencontreuse, charger là où il ne le faudrait pas. Et effectivement, par rapport aux Black Blocs, laisser libre d'agir, c'est très très possible. Les Black Blocs, je les ai pratiqués quand j'étais en gendarmerie mobile il y a 15 années en arrière. Aujourd'hui, ils sont d'une toute autre dangerosité, d'une toute autre organisation. Avec l'instantanéité des réseaux sociaux, ils sont d'une mobilité qui est extrêmement redoutable. Et on a déjà commencé à adapter la tactique d'emploi des forces de gendarmerie mobile, des unités de forces mobiles, comme on les appelle, escadrons ou compagnies de CRS. Mais il faut continuer. Ils sont extrêmement mobiles, on doit être le plus mobile possible pour parvenir à maîtriser leur nuisance. Mais comme vous dites, Je peux juste effectivement... rajouter quelque Oui, chose, allez-y, monsieur Berco oui, allez-y, Florence. Je voulais juste dire que je n'ai rien contre les policiers. Moi-même, j'étais sauveteur secouriste sur les plages. J'ai travaillé avec eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment changer toute une politique et un gouvernement parce qu'on ne se sent plus vraiment soutenu. Et pour finir, il y a monsieur Bardella ce matin qui a dit la France doit être invivable pour ceux qui la détestent. Et voilà, parce que vraiment nous on se sent abandonné quoi. Donc évidemment que ça va pas. Voilà. Hervé Moreau, elle se sent abandonnée. Elle se sent abandonnée, vous ne le serez plus durablement. Moi je suis absolument convaincu que des hommes et femmes de volonté qui sont excédés par la situation de notre pays, par toutes ces lâchetés, renoncements, abandons successifs, alors pour des raisons diverses et variées, par clientélisme, par crainte, par crainte, voilà, je le disais tout à l'heure, par électoralisme bien entendu, les choses doivent changer. Tous ceux qui veulent, qui ont la France chevillée au corps, qui ont le patriotisme chevillé au corps, qui sont fiers de leur nation, doivent essayer de changer les choses et pour cela être candidat. Moi, je ne vois d'issue que dans les urnes. Et voilà. Et d'ailleurs, et vous le dites à la fin de votre livre, Hervé Moreau, vous vous présentez en 2022 aux législatives dans votre arrondissement, enfin en Bourgogne et à Beaune. La 5e circonscription de Côte d'Or, absolument. Alors je suis absolument désolé de te spoiler quelque peu l'ouvrage et sa fin. Non, mais oui, effectivement, quand on veut vraiment agir, quand on veut avoir de l'emprise sur les choses, moi je crois vraiment à l'initiative individuelle et je serai effectivement candidat aux législatives en 2022. Alors sur quel week-end, je ne sais pas, sur divers droites peut-être, mais je serai candidat quoi qu'il arrive. Eh bien, écoutez, on en reparlera évidemment à ce moment-là. Merci André Berkoff. Eh bien, écoutez, on quitte le Pays Basque de Florence pour partir en Seine-Maritime à Rochefort avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Bon, moi, c'est pas tout à fait le même sujet puisque j'avais sorti de vous appeler hier, mais vous étiez très très occupé et j'ai pas pu vous joindre. Dites-moi, voilà, c'est pas grave, on peut parler d'autre chose. Hein. On parle de, il y a beaucoup de sujets. En vous remerciant beaucoup pour tous les invités que vous prenez, parce que vous prenez des invités aussi autres que les officiels des grands plateaux. Et donc, moi, je voulais réagir par rapport aux éventuels projets de confinement partiel ou total qu'envisage le gouvernement. Parce que quand on regarde les statistiques, d'ailleurs, j'écoutais en vous attendant, là, j'écoutais une intervention ce matin de Jean-François Toussaint sur une chaîne concurrente, qui a fait une grande étude apparemment hier, qui devrait être éditée et qui montre que les confinements de toutes sortes, très militaires ou partiel, ne donne aucun résultat. Et moi, je me suis livré à un petit calcul sur des bases de sites agréés, par exemple EuroCDC ou alors Santé publique France, qui dit que proportionnellement à la population, en Suède, qui n'a pas eu de confinement, il y a 57,52 morts pour 100 000 habitants. Et en France, on est à 51,88 toujours pour 100 000 habitants. Santé publique de France, données Santé publique de France au 25 de ce mois. Donc c'est actualisé. Et on voit
voit que la Belgique, d'ailleurs, qui a confiné, une population pratiquement identique à la Suède, a pratiquement le double de décès. Et l'Espagne aussi a confiné, on a vu le résultat aussi. Voilà. A très fortement confiné, oui. Alors, si vous voulez, moi, je reviens ici dire comment on pourrait faire, parce que il y a une question évidente qu'il faut rappeler, c'est que de quoi on a besoin pour régler le problème. D'abord, le besoin, il est hospitalier. Parce qu'il nous faut des lits, il faut des gens comme ça, et des gens comme Patrice Pelloux le disent et le crient, et tous les ans, c'est la même chose. Puisqu'on voit que tous les ans... Oui, c'est pas nouveau. Il faut rappeler qu'en hiver, les hôpitaux sont pleins, et en 2018, 2019, 2017, on a connu ça. Tous les ans, on a l'été à peu près 1400 morts par jour, et puis ça monte à 1700 au mois d'octobre, par là. Ça peut même monter en cas de grande épidémie grippale à 2000 par jour, quoi. Donc ce phénomène-là, il n'est pas nouveau, et c'est Covid ou pas Covid, ça change rien. Mais alors, ce qui est inquiétant, c'est quand on voit les mesures que prend le gouvernement, parce que on voit par exemple la fermeture des restaurants. On dit que c'est les jeunes qui véhiculent pas mal lorsqu'ils contactent le restaurant, mais il y a une étude de l'INSEE qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui fait le bilan de la mortalité du 1er mai au 21 septembre. Donc c'est une date quand même assez proche. Assez proche, oui. Et on s'aperçoit que, qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Elle dit que les jeunes de moins de 25 ans, la mortalité sur cette période-là a baissé de 8% par rapport à 2019. Et que la catégorie qui va pas mal au restaurant, qui est la catégorie 25-49 ans, la mortalité a elle aussi baissé de 4%. Pendant que chez les 50-64 ans, c'est une étude de qui, vous m'avez dit? INSEE. INSEE, oui, d'accord. INSEE. Donc, c'est des chiffres officiels. Et moi, je pose la question, vu ces résultats-là et les mesures envisagées, les Français ont besoin d'être rassurés, à avoir confiance, comme disait tout à l'heure, je crois que c'est M. Moron, avoir confiance dans l'État français. Mais comment peut-on avoir confiance quand les mesures qu'ils prennent, parce que je pense qu'ils ne savent pas, il n'y a pas d'études qui prouvent que leurs mesures sont efficaces, bien sûr. Ils vont au doigté. Et comment on peut arrêter de faire ça? Parce que derrière, il y a la catastrophe. Oui, clairement. Pour pas être trop long, je veux dire que le PIB de la Suède va chuter de 3%. C'est ce qui est annoncé. Le PIB français, moins 11%, c'est le gouvernement qui le dit à travers plus. Mais si vous aviez écouté hier, et c'est pas un reproche, j'avais l'économiste Marc Toiti qui expliquait effectivement la catastrophe que ça va être si on refait un confinement. Et même si on ne le fait pas, on est parti devant une catastrophe économique énorme, pas seulement en France et ailleurs. Non, je vais vous dire que ça, le problème, il est politique, toujours pareil. C'est-à-dire, alors on ne dit pas, il ne faut pas charger la mule, je ne sais pas ce qu'on aurait fait à la place, mais vous savez, c'est tergiversation. C'est de dire, on veut plaire à tout le monde. Rappelez-vous, quand il n'y avait pas de masque, on disait, mais les masques, ça ne sert à rien. Pendant 2 mois et demi. Oui, tout à fait. Après, tous les soirs, ils égrenaient la complète des morts. C'était la marche funèbre de Chopin tous les soirs. Après, il y a eu, alors aujourd'hui, c'est, couvre-feu, mais confinement le week-end, etc. Vous savez, le pire, c'est cette tactique de l'accordéon. Qu'ils disent les choses, qu'ils tiennent un cap, et effectivement, là, ça pourra marcher. Enfin, ça pourra marcher. Que les gens savent à quoi s'en tenir. Le pire, c'est cette management, je le dis, de la peur et de l'angoisse, où les gens ne savent pas à quoi s'en tenir. Et ça, c'est le pire. Parce que, effectivement, il faut savoir où on est. Et je suis d'accord avec vous, je crois que c'est politique au sens. Et alors, c'est très bien les médecins, comme vous avez vu, ils disent tout et le contraire. Enfin, chacun a ses avis. On va pas trancher. On n'est pas médecin. En revanche, s'il n'y a pas un politique ou des politiques qui mettent le cap et qui le disent, on est dans la situation où on est. Merci de nous avoir appelés, Dominicain. Et tout de suite, on part dans le Lot avec Laetitia, avec un sujet qui va sûrement beaucoup plus cibler le livre du capitaine Hervé Moreau. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Moreau. En fait, Monsieur Berkoff, c'était le lendemain du premier confinement, donc en mars, que je vous avais appelé, je me rappelle. Oui. J'étais passée à l'antenne, j'étais en état de sidération comme la plupart des Français. Depuis, j'ai fait mon analyse et je corrobore exactement ce que vous dites. Tout ça est politique et ça rejoint en fait le grand reset global mondial dont a parlé Monsieur Toiti hier. Ouais. Voilà, c'était pour faire une parenthèse là-dessus. Maintenant, alors voilà, je voulais raconter une anecdote qui m'était arrivée alors que j'étais toute jeune. Je venais d'avoir mon bac, j'étais sur les Champs-Élysées, j'avais eu malencontreusement l'idée farfelue avec une amie en voiture qui venait d'avoir son permis, une voiture toute neuve. On s'était retrouvés sur les Champs-Élysées
pendant la coupe du Monde. Et en fait, d'un seul coup, on n'a rien compris. Toutes les voitures étaient arrêtées au feu, on ne comprenait pas. On avait des sauvageons, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. J'étais jeune, mais je les voyais tous habillés en taquini. Vous voyez un peu le style, voilà. Capuche et compagnie, enfin, ou autre, Oui, taquini, Adidas, Nike, voilà. Oui, d'accord. Ils étaient tous, ils grimpaient sur nos voitures, ils ont arraché les rétroviseurs, enfin bon, c'était une horreur, quoi. On était secoués dans les voitures, on était terrorisés avec mon ami. Ça a duré longtemps? Oui, assez, parce qu'on était bloqués au feu, quoi. Ils nous bloquaient au feu. Et... Oui, ça durait quand même assez longtemps. Vous savez, on était tellement traumatisés que je peux pas vous dire exactement. Je comprends. Voilà. Et en fait, on a repris nos esprits, on est reparti. La voiture, elle était amochée de partout, vous en doutez. On est arrivé en haut des Champs-Élysées. Moi, j'ai eu le temps de voir sur la gauche, sous l'Arc de Triomphe, il y avait plein de CRS qui étaient là. Et que c'est là, regroupés en dessous, et je me disais, mais ils sont pas en bas où on a été agressés, quoi. C'est quoi cette histoire? Et là, donc on va dans une petite rue, on a demandé une gendarmerie, enfin un commissariat. Et là, on arrive dans le commissariat et c'était branle-bas de combat, c'est le cas de le dire. Et j'entends, j'avais une oreille qui traînait et j'entends, ah oui, là-bas, ah non, on va pas y aller, on a un collègue qui vient de se faire planter, ah non, il vient de se prendre un coup de couteau, non, on n'y va pas. Donc là, j'étais vraiment sidérée. J'ai dit, mais, ils sont censés nous protéger, et ils peuvent même pas se protéger eux-mêmes, mais c'est quoi cette histoire-là? Et vous voyez, et c'était en 98. Alors depuis, je suis partie voir si l'herbe verte poussait mieux ailleurs. Et je suis allée aux États-Unis. Bon, je vais pas vous dire combien de temps que je suis rentrée, mais je suis partie, enfin une dizaine d'années. Et quand je suis rentrée en France, une des premières choses que j'ai vues dans une petite ville d'Occitanie, là, j'ai vu des policiers se faire secouer comme des pruniers par une bande de Roms ou de Gitans, je sais pas. Enfin, voilà, c'était plutôt cette catégorie de personnes. Ils étaient secoués dans leur voiture. Et moi, je rentrais d'un pays, des États-Unis, où j'ai eu affaire une fois à la police pour quelque chose de très bénin, mais je m'étais un peu trop approchée et il m'a dit oh non, enfin il m'a dit don't touch me, même pas, ne pense même pas mettre un doigt sur mon uniforme. D'un extrême à l'autre. Voilà, je voulais juste raconter cette anecdote. Oui, c'est un témoignage. Et effectivement, Hervé Moreau, ça vous évoque quoi, effectivement? Alors, première chose, Champs-Élysées, elle dit, grosso modo, on n'est pas protégé, quoi. Oui, les unités de force mobile ne sont pas là où elles devraient être, par rapport, effectivement, aux faits dont elle a été victime, d'actes de vandalisme absolument inadmissibles. Ils ne sont pas intervenus, et en écho à son intervention, cette frilosité, cette peur d'intervenir par certains fonctionnaires de police dans ce commissariat. La lâcheté est partout. Hélas, elle est quelque chose vécu individuellement ou en groupe, c'est humain. C'est pas excusable, mais ce n'est pas excusable, c'est humain, mais par contre, effectivement, au niveau de fonctionnaires de police ou de gendarmerie, c'est inadmissible, ça ne devrait pas être. On doit, la République, pouvoir intervenir partout, en tout temps, en tout lieu, faire cesser un trouble lorsqu'il existe, et peu importe les conséquences en termes de blessures pour les forces de l'ordre. On doit pouvoir opposer la violence légitime à ceux qui en usent, quitte effectivement à avoir des blessures, quitte à souffrir dans sa chair. Mes gendarmes et moi, dans l'arrondissement de Beaune, il nous est arrivé de prendre des coups, il nous est arrivé de souffrir dans notre chair, ça fait partie du job, c'est le risque librement accepté et consenti, et jusqu'à la mort si nécessaire dans certaines circonstances, telles que l'a vécu Arnaud Beltrame, au niveau le plus haut qui soit. Mais oui, on rencontre la lâcheté partout, elle ne devrait pas être. Absolument, je crois qu'on fait une petite pause. On va se laisser après une courte pause, mais je tenais simplement à apporter cette précision. Vous êtes auto-édité et votre livre est disponible sur le site librairie du capitaine toutattaché.com. Exactement. Et on va en parler, on va continuer d'en parler après cette courte pause. Vous êtes bien dans Berkov dans tous ses états et vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et vous êtes nombreux à nous appeler au 0826 300 300. Et nous sommes déjà avec Eric qui nous appelle du Gard. Bonjour Eric. Oui, bonjour Eric. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, déjà, je suis ravi d'être sur votre antenne. Après, ça fait vraiment du bien d'avoir un capitaine de gendarmerie qui a des propos pareils. Merci Eric, merci beaucoup.
C'est vraiment rare. Moi, j'ai fait 5 ans de jeune sapeur-pompier, donc le drapeau, je sais exactement ce que ça représente. Derrière la France, moi, je l'aime. C'est mon pays, j'ai grandi. Mon père était pompier. J'ai un oncle qui est colonel dans l'armée. Donc, ça a des valeurs. Et aujourd'hui, on se rend compte que les valeurs ne sont plus rien. Et en fait, on détricote toutes ces valeurs pour laisser des gens pas s'adapter à ce que c'est la France, à ce qu'est la France. Et en fait, ce qu'on voit avec le Covid, en fait, on cache plein de choses là-dessous. Je fais un rapport très vite. Oui. En parlant du Covid, Monsieur Berkoff, vous voyez, je vous ai écouté beaucoup de fois ces derniers temps. Oui. On se rend compte qu'il y a un manquement, mais au niveau administratif, qui est juste écœurant. Et que derrière, les gens s'excusent derrière des choses. Aujourd'hui, personne ne parle du vaccin contre la grippe, mais les pharmacies ne sont pas ravitaillées. J'ai eu le témoin d'une dame asthmatique, 66 ans hier, qui me disait elle s'est fait refuser de 2 pharmacies. Alors si on veut... Parce qu'il n'avait pas le vaccin contre la grippe, il l'avait pas, c'est ça? Les pharmacies n'étaient pas fournies. Et donc derrière, moi, on n'en entend pas parler. Donc derrière, après, moi je dis tout est lié en fait. C'est économique tout ça. Je pense que derrière, il n'y a plus de moyens en France. On cache sous forme, on met sous le tapis. Et derrière, on s'excuse et on règle pas les problèmes de fond. Et la gendarmerie, les moyens, c'est les mêmes problèmes. L'hôpital, c'est les mêmes problèmes. Tout ce qu'on ne donne pas en fait à la population, c'est économique. C'est que derrière, on cache quelque chose qui est beaucoup plus gros derrière. C'est mon avis personnel. Mais attendez, quand vous dites beaucoup plus gros, c'est quoi à votre avis? C'est quoi pour moi, beaucoup c'est plus une gros? grosse crise économique. Vous savez, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est que derrière, on veut pas dire les choses aux Français. On leur fait peur sur le Covid, sur des choses, sachant que, bon, moi je vous ai écouté, il y a des traitements, on sait aujourd'hui qu'on peut éviter des réanimations massives, mais quand on fait le rapport avec la gendarmerie, monsieur Hervé Moreau sera d'accord avec moi, c'est le même principe, on coupe des finances là où il faudrait les mettre. Et dans l'hôpital, c'est la même chose. Et dans les soins, c'est la même chose. Et dans beaucoup de domaines en France, c'est comme ça depuis que des technocrates ont pris le pouvoir, donnent leurs petites idées, mais n'écoutent pas le terrain. Et ça m'exaspère à un haut point. C'est tout le problème de la France. C'est qu'on a des gens qui ne sont pas en face des réalités du terrain dans tous les domaines. Oui, c'est parfaitement exact, Eric. En tout cas, ça, je vais vous dire, Eric, lisez, il y a un livre. Lisez évidemment le livre du capitaine Hervé Moreau et ses vérités. Ça donne envie. Hein. Merci, Eric. Lisez-le, je vous recommande. Et lisez aussi un livre qui s'appelle Les 5000, qui a été, je ne me rappelle plus l'auteur, enfin c'est un pseudonyme publié au Cherche Midi, qui répond à votre question. C'est-à-dire qu'effectivement en France, qu'est-ce qu'il y a eu, mais depuis 40 ans, il y a eu une élite autoproclamée et qui se nourrit elle-même. Vous savez, c'est les Ménines de Velasquez. C'est-à-dire qu'on est consanguins, on est entre nous par les études, entre nous par les fréquentations, etc. Et aussi se nourrit. Et ceci est intouchable. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être virés, ils ne peuvent pas à la haute fonction publique, etc. Non pas qu'ils soient tous mauvais ou nuls ou médiocres. Simplement, le problème, c'est qu'ils s'auto-protègent et s'auto-perpétuent. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Dans un système, c'est bon pour la santé, mais c'est pas bon dans un système où la société doit être mobile et évoluer. C'est vraiment le problème. Hervé Moreau, ce que vous en pensez? Incontestablement. Exactement, Eric, vous avez mis le doigt là où ça fait mal. Une élite, le pouvoir appartient aux hommes politiques, mais pour relayer cette volonté politique, il existe toute une technocratie qui n'obéit pas forcément à ce pouvoir politique, qui s'auto-entretient, qui use et abuse des avantages qui sont les siens, qui sont les siennes, et qui ne sert pas l'intérêt général, qui ne sert pas forcément le bien public, qui ne sert pas forcément la vertu. Et cela, ça nous pose un réel problème aujourd'hui, où il y a tant de failles dans notre société béante, où nous sommes à 2 doigts du dépôt de bilan, pour autant qu'on puisse utiliser cette expression, où les fractures n'ont jamais été aussi nombreuses, les renoncements n'ont jamais été aussi nombreux, où les questions identitaires n'ont jamais
paru aussi grave et aussi dramatiquement incidente pour une bonne partie de ce que je qualifie moi, cette majorité silencieuse qui se tait, qui est excédée mais qui n'en peut plus, oui, ils ne servent pas l'État. Ils ne servent pas l'État alors qu'ils devraient le faire. Écoutez, nous étions avec Eric dans le Gard et on va à 40 km d'ici du côté d'Albi avec Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour Christian. Bonjour, voilà, je voulais vous faire part c'est une question pour le ministre Moreau. En même temps, c'est le sentiment que j'ai. La gendarmerie, j'ai eu l'occasion par 2 fois, ils ont enquêté pour un cambriolage, une trouve pour de la fausse monnaie. Bon, j'étais la victime, bien sûr. Oui. Mais bon, j'ai trouvé des gens sympathiques, MSI, qui connaissaient bien sur le bout du doigt les intervenants. Mais depuis quelque temps, si ça correspond au confinement, j'ai trouvé qu'au confinement, à la sortie, depuis, les gendarmes en général ont fait beaucoup de zèle, parfois beaucoup trop. Et quelque part, l'image de la gendarmerie, voire de la police aussi, là je parle de la gendarmerie aujourd'hui, pour moi, se dégrade. Je les sens trop appliquer des lois liberticides. Je pense que ça ne vise pas vers le capitaine, puisque justement, manifestement, ses propos ne sont pas dans ce sens-là. Mais je ressens, si vous voulez, je ne suis pas très heureux de voir la police et la gendarmerie dans la rue. Voilà. Parce que il y a ce contrôle policier qui vise le couvre-feu. Vous en avez parlé, bien souvent. Couvre-feu, confinement, un excès de zèle à la sortie confinement quand on contrôlait les commissions de première nécessité. On a refusé à certains, à des femmes, d'acheter des choses comme ça. Bon, voilà, je voulais faire pas le sentiment que. Vous dites qu'il y a un excès parce que oui, juste un mot, mais vous savez quand même, on ne peut pas tous les. Enfin, vous voyez, c'est pas pour me faire l'avocat du diable, où il n'y a pas le diable d'ailleurs, mais il faut pas tout laisser faire. On est obligé d'avoir une certaine discipline face à un virus dont on ne connaît pas les choses. Vous ne croyez pas? Enfin, on peut pas. Il faut éviter tous les excès. D'un côté, l'excès que vous dénoncez. Oui, c'est d'accord. Vous avez cité tout à l'heure, c'est la Brave à Paris, là j'ai vu la vidéo. Oui. C'est quand même, pendant ce temps, il y avait. Tout à fait. Voilà, donc je veux dire, je sais pas qu'ils en sont conscients, on va dire les gendarmes dans ce cas-là, mais ils servent là actuellement un pouvoir qui n'est plus un pouvoir. Voilà. Mais n'en voulez pas aux forces de gendarmerie. Hein. Nous connaissons des circonstances très conjoncturelles, très particulières. Ces gendarmes, ne l'oubliez jamais, comme une unité de force mobile qui n'intervient pas, qui demeure l'arme au pied alors qu'une situation d'émeute peut exister proche d'eux, ils obéissent, ils sont aux ordres. Ces gendarmes sont aux ordres de leur hiérarchie, de leur commandement, qui appliquent des directives qu'ils reçoivent de leur préfet, le représentant de l'État dans la région. Donc voilà, alors peut-être qu'on peut estimer qu'ils sont trop coercitifs, qu'ils sont pas assez magnanimes sur tel établissement, sur tel débit de boisson, sur tel attroupement, sur tel regroupement, mais ils appliquent les ordres. Ils appliquent les ordres. Non, le vrai problème, et je pense que ça répond aussi à notre auditeur, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Je parle du politique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un ordre politique, un préfet qui applique, etc. Oui. Et il devrait y avoir des députés. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de législatif. Il y a un seul pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir exécutif. Tout à fait. Et il y a le pouvoir. Vous avez parlé du pouvoir judiciaire. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Certainement. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Le Sénat ne joue pas son rôle. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Non. Ça le problème. Non, tout à fait. Et on voit les incidences en termes de désordre, en termes d'autorité contraire, en termes de versatilité des décisions d'autorité politique, bien entendu, qui génèrent la frustration des citoyens, qui génèrent, moi je la constate sur le terrain, nous la constatons tous, des désespoirs de ceux qui sont en train de tout perdre, des désespoirs de cette jeunesse qui voit ses horizons s'effondrer les uns après les autres. Moi, c'est à eux que je pense, à tous les entrepreneurs de ce pays qui sont en train de tout perdre au regard d'une supposée dangerosité d'un virus. Moi, je crois, et je dis une dernière chose, André, si vous me le permettez, moi, je crois qu'il y aura plus de morts du suicide dans ces prochains mois que de morts du Covid-19. Ou de dépression. Absolument. Monsieur le futur député de Beaune, on se retrouve en 2022. Merci, monsieur Berkoff. Merci Hervé Moreau. Et je rappelle que vous publiez Vérité d'un capitaine sur le site librairie-du-capitaine.com. Alors André Berkoff, demain, prendra des congés bien mérités, mais on se retrouve avec Philippe David dans tous ses états et moi-même. À demain, et tout de suite, bien sûr, Brigitte Lay avec le sexe sacré, si le sexe était un moyen d'atteindre le sacré. Merci beaucoup. Sud Radio. Parlons vrai.